Bonjour, je suis Clément Dagnès. Vous venez de rejoindre l'État-major, le podcast de l'Express consacré aux questions de défense. Pour ce 3e épisode, nous nous penchons sur la Cour pénale internationale, la CPI. Cette haute juridiction, installée à La Haye, aux Pays-Bas, est dans le viseur de Donald Trump. Moins d'un mois après son retour à la Maison-Blanche, le républicain a signé un décret présidentiel dans lequel il annonce des sanctions contre le personnel de la CPI et contre ceux ayant apporté leur aide à ses travaux d'enquête. La raison ? L'émission d'un mandat d'arrêt en novembre 2024 contre Benyamin Netanyahou, un très proche du républicain. Le Premier ministre israélien n'est pas le seul dirigeant de premier plan à être ainsi visé par la CPI. C'est également le cas, depuis mars 2023, du président russe Vladimir Poutine. Créée en 2002, la Cour pénale internationale juge les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les génocides. On lui a longtemps reproché de ne s'intéresser qu'aux pays africains, forcé de constater que c'est moins le cas depuis 2 ans. La justice internationale, qui joue un rôle géopolitique de plus en plus important, se trouve à un tournant. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Mathilde Philippe-Gay, professeure de droit à l'université Lyon 3 Jean Moulin. Elle est l'auteure de « Peut-on juger Poutine ?», publié aux éditions Albin Michel en mai 2023. Bonjour Mathilde Philippe-Gay. Bonjour. Le procureur de la Cour pénale internationale était à Damas le 17 janvier. Il a répondu à une invitation du nouveau dirigeant syrien, Ahmed al-Shara. Leur échange a porté sur l'aide que la CPI peut apporter au nouveau pouvoir pour examiner les crimes du régime de Bachar el-Assad. Que pourrait concrètement faire la CPI en Syrie ? Alors, je pense que tout le monde a vu les images de la libération des prisons en Syrie. Tout le monde a pu se rendre compte de l'horreur, de ce qui a pu se dérouler et des crimes. Et donc, la Cour pénale internationale peut aider à collecter les preuves, à faire en sorte que plus tard, dans quelques années, parce qu'il faut toujours du temps dans ces choses-là, eh bien, on puisse avoir des vrais procès pour les victimes, d'abord, et puis pour pour que les responsables, les principaux responsables puissent être jugés et punis pour ces crimes-là. Voilà, mais sans un respect de la procédure, la récolte des preuves pourrait ne pas être valable et donc la Cour pénale internationale peut aider pour cela. Le deuxième rôle de la Cour pénale internationale, c'est potentiellement de pouvoir elle-même prendre en charge certains procès. Alors ça, ce sera sous réserve de l'organisation que va mettre en place le nouveau régime syrien. S'il met en place des nouvelles juridictions qui respectent les principes de la justice, la Cour pénale internationale, évidemment, n'aura pas à être saisie. Voilà, mais tout cela, c'est sous réserve, en réalité, de l'accord du gouvernement syrien, puisque la Syrie a signé, mais n'a pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Ça veut dire que je pense que Karim Khan, en venant en Syrie, recherchait aussi, à minima, une déclaration de la Syrie disant qu'elle se soumettait à la Cour pénale internationale et peut-être au mieux une ratification par le nouvel gouvernement syrien du statut de la CPI, ce qui signifierait que la Cour serait compétente pour les crimes commis en Syrie. Justement, à quoi sert une juridiction comme la CPI et d'ailleurs, comment fonctionne-t-elle ? Alors la Cour pénale internationale, elle repose sur une grande idée. Une grande idée qui est que, qu'on soit puissant ou misérable, et qu'on ait, quelle que soit la gravité des crimes que l'on a commis, il ne doit plus y avoir d'impunité. Et donc c'est dans les années 2000 que les États se sont mis à négocier ensemble pour essayer de mettre en place cette juridiction pour juger les principaux responsables, y compris les présidents, les premiers ministres, les ministres des Affaires étrangères qui sont habituellement protégés en droit international. Donc pouvoir juger ces personnes les plus puissantes dans les États pour les crimes les plus graves. Parce que les crimes que vous avez cités en introduction, ce sont les crimes les plus graves que l'on puisse imaginer. Un crime contre l'humanité, un crime de génocide, un crime également de guerre ou d'agression, ce sont les pires que l'on puisse imaginer, car c'est un nombre très important de victimes, mais c'est aussi l'horreur qui parfois dépasse l'entendement. Et donc l'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'impunité. Donc cette juridiction, elle est là pour ça, éviter l'impunité. Et alors comment fonctionne-t-elle ? Elle est en lien avec l'Organisation des Nations Unies. Il y a un rôle central du Conseil de sécurité qui peut la saisir, mais heureusement en ce moment où le Conseil de sécurité est bloqué, le procureur aussi a un rôle central. Il peut lui-même enquêter sur les crimes commis alors dans les États parties, sur les ressortissants des États parties, ou bien par les responsables politiques de ces États parties. Et donc le procureur a vraiment un rôle déterminant, on le voit aujourd'hui. En quoi le tribunal de Nuremberg, puis les tribunaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie et du Rwanda,
sont des jalons de cette justice internationale et de la CPI, peut-être d'autres tribunaux et procès d'ailleurs. Oui, je vous disais, la Cour pénale internationale, c'est un grand moment de la justice internationale, la volonté qu'il n'y ait plus d'impunité. Mais en fait, effectivement, elle s'inscrit dans une évolution. Avec Nuremberg, ce grand procès des anciens chefs nazis pour les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment la Shoah. Il y a aussi les procès de Tokyo qui se sont tenus au même moment. Donc ça, c'était, il faut le dire, une justice des vainqueurs. C'est-à-dire que seuls les dirigeants des pays vaincus étaient jugés, que ce soit en Allemagne ou à Tokyo. Et en fait, l'évolution a mené à cette Cour pénale internationale qui, elle, a pour objet de juger les États, que ce soit les responsables des États ou les ressortissants des États, que ces États soient puissants ou non. Et ça, c'est une véritable révolution. Donc, toutes les juridictions qui l'ont précédée menaient à cette idée. On doit pouvoir juger les vainqueurs, comme c'était le cas effectivement aussi en ex-Yougoslavie, mais aussi toutes les parties. L'idée a quand même émergé dans le tribunal pénal international pour le Rwanda et dans d'autres juridictions qui se sont succédées. Et la Cour pénale internationale, c'est vraiment cela. C'est-à-dire, quelle que soit l'issue de la guerre, par exemple, entre la Russie et l'Ukraine, on devrait pouvoir juger les Russes. C'est vraiment cette idée-là. On a beaucoup parlé de la CPI depuis 2 ans pour 2 mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou. En quoi s'agit-il d'un tournant dans l'histoire de la Cour pénale internationale ? Eh bien, ça s'inscrit exactement dans l'évolution que je décrivais. C'est-à-dire que on a pour Vladimir Poutine le chef d'État d'un membre du Conseil de sécurité, d'un membre permanent du Conseil de sécurité, qui a un veto au Conseil de sécurité, qui en plus n'est pas africain. Parce que en début de podcast, vous expliquez, et vous avez raison, que pendant longtemps, la Cour pénale internationale a été accusée de ne s'intéresser qu'aux plus hauts dirigeants africains ou aux criminels potentiels africains. C'était vrai. C'était vrai parce que l'Afrique s'était saisie de cette juridiction. Alors aujourd'hui, évidemment, les dirigeants, la critique, en ont peur parce qu'ils savent qu'ils peuvent potentiellement voir une affaire les concernant soumise à la Cour. Mais en réalité, l'Afrique a été pionnière et c'est ça qu'il faut dire. C'est parce que les dirigeants ont soumis des cas, c'est parce qu'ils ont signé et ratifié le statut de la CPI qu'on a pu avoir des procès concernant les affaires africaines. Mais c'est vrai que ça n'était pas satisfaisant. Il n'y avait pas qu'un continent dans lequel se passaient des crimes internationaux. Et donc, ce qui est vraiment nouveau, depuis 2 ans, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on a Vladimir Poutine, chef d'un des États les plus puissants du monde, l'un des 5 gendarmes du monde. Et désormais, on a aussi Benyamin Netanyahou, qui est mis en cause alors qu'il est fortement soutenu par un autre membre du Conseil de sécurité. Et j'ajoute que ce qui est nouveau aussi, c'est que ce sont des dirigeants d'États qui n'ont pas signé, ou alors qui ont signé mais pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire qu'ils sont dirigeants d'un État qui n'est pas parti à la Cour. Alors on pourrait expliquer pourquoi on arrive à les mettre en cause, mais en tout cas, c'est ça qui est assez révolutionnaire. Les chefs d'État ou de gouvernement d'État très puissants et très soutenus, mais aussi qui ne sont pas partis à la Cour. Des pays signataires de la Cour pénale internationale se refusent à procéder à l'interpellation des 2 dirigeants, Benyamin Netanyahou, Vladimir Poutine. S'ils se trouvaient sur leur sol, ont-ils le droit de le faire ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils risquent ? Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne n'a obligé les 125 États parties à ratifier le statut de la Cour. C'est-à-dire que personne ne les a obligés à dire que si leurs propres dirigeants ou leurs propres ressortissants étaient mis en cause pour un crime international, il faudrait qu'ils l'arrêtent. Personne non plus ne les a obligés à dire si un chef d'État étranger ou le responsable d'un crime international supposé se trouve sur leur territoire, il faut l'arrêter. C'est eux-mêmes qui se sont engagés tout seuls à le faire. Donc, que se passe-t-il une fois qu'ils se sont engagés à le faire, ces 125 États parties ? Eh bien, ils doivent remettre à la Cour toute personne suspectée d'un tel crime qui se trouve sur leur territoire. Ils se sont engagés à le faire. Que se passe-t-il s'ils ne le font pas ? La première, c'est la décrédibilisation.
en droit international, c'est-à-dire que tout ça fonctionne aussi sur la réciprocité. Donc ça veut dire que c'est un État qui est susceptible de ne pas appliquer ses obligations. Et ça peut être quand même embêtant pour le reste des obligations et surtout les obligations des autres États à leur égard. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Cour pénale internationale a mis en place un mécanisme pour sanctionner ces États. Alors, on est au début de l'application de ce mécanisme et donc on ne sait pas encore vraiment quelles sanctions peuvent être appliquées. Leur responsabilité, en tout cas, peut être mise en cause, mais on n'a pas allé assez loin dans les exemples pour savoir ce qui peut se passer. On a eu 3 grands cas, en fait. Le premier cas, c'est donc l'Afrique du Sud qui a décidé donc d'accueillir sur son sol un ancien dirigeant qui finalement a été donc l'objet d'un mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale, l'ancien dirigeant du Soudan. Et donc l'Afrique du Sud a eu un arrêt contre elle, engageant sa responsabilité, mais ça n'est pas allé beaucoup plus loin parce que ce haut dirigeant s'est enfui avant que finalement l'Afrique du Sud puisse véritablement l'accueillir. Le deuxième cas, c'est Vladimir Poutine en Mongolie. Il y a quelques mois, il a été accueilli donc en Mongolie et qui est un État parti à la Cour pénale internationale. Il a pu s'y rendre. Donc la Mongolie est en cours. Il y a la procédure qui est en cours pour savoir quelle sera la sanction pour cet État. Et enfin, on a un cas très très récent de 2 ressortissants libyens en Italie qui ont été extradés vers la Libye par l'Italie au lieu de les remettre à la Cour. Alors tout cela peut laisser penser que la Cour pénale internationale, finalement, ne sert à rien, puisqu'il y a des cas d'États qui se sont engagés à respecter leurs obligations, qui ne les respectent pas. Mais ça n'est pas si vrai. Il y a ces 3 affaires, c'est vrai, mais il reste quand même 122 États parties qui respectent leurs obligations sur 192 dans le monde, à peu près 192, 193. Et donc, ça fait un certain nombre d'États dans lesquels les personnes présumées coupables ou responsables de ce type de crime ne peuvent pas se rendre. Alors, on peut se dire ça n'est pas suffisant, mais quand même c'est une vraie menace. Et puis même dans les États comme l'Italie ou comme la Mongolie, il y a des juges, certains juges, ou en Afrique du Sud, qui peuvent se saisir du dossier et on n'est pas à l'abri d'une surprise, même dans ce type d'État où les autorités politiques certifient que tout le monde est à l'abri de la Cour pénale internationale. On l'a déjà vu en fait dans le passé. Par exemple, Hissène Habré était recherché donc pour une autre cour, c'était pas la Cour pénale internationale, et finalement il s'est abrité au Sénégal qui lui a promis l'asile. Hissène Habré, l'ancien dirigeant du Tchad. Exactement. Et finalement, quelques années plus tard, il a été arrêté et jugé. Et ça, c'est un peu vrai, c'est-à-dire que les chefs d'État généralement prennent la confiance grâce au non-respect de leurs obligations par certains États, et finalement c'est comme ça qu'ils se font attraper. Donc j'ai envie de dire que plus ce type d'affaires arrive, plus ça permet aux personnes recherchées par la Cour d'être en confiance, et plus finalement, paradoxalement, ça maximise les chances de les attraper. Et quel impact pour la Cour pénale internationale, sa légitimité, ses travaux, si certains États membres refusent d'arrêter ceux qui font l'objet de poursuites ? Alors, c'est effectivement le vrai problème. C'est la légitimité, c'est la communication d'un point de vue médiatique. Cela laisse penser, encore une fois, que la Cour pénale internationale est inefficace. Mais il faut raisonner d'une manière différente. Le premier type de raisonnement, c'est quand même qu'on est dans une évolution. Tout cela, c'est très nouveau. Donc, on est en train de voir une vraie évolution. Ça ne fait que 2 ans qu'on peut voir des chefs d'État si puissants se faire poursuivre pour des crimes aussi importants. Donc, tout ça, c'est nouveau. C'est en train de se mettre en place. Et le deuxième point, et celui-là, j'insiste, et c'est même pour ça peut-être que je suis à votre micro avec vous, c'est que les citoyens doivent comprendre que tout ce mouvement de délégitimation de la Cour vient des plus hauts dirigeants. En fait, ceux qui les contestent sont ceux qui peuvent être mis en cause. Donc, tous les citoyens qui croient en la justice, ou surtout qui pensent qu'un jour, ça peut arriver à tout le monde d'avoir une guerre sur son territoire, ça peut arriver à tout le monde d'être victime d'un crime international, et ce jour-là, il faut s'être battu pour la Cour pour qu'elle puisse fonctionner. Donc c'est un mouvement citoyen qui doit naître, c'est-à-dire que les citoyens doivent aller à l'encontre du discours dominant des plus puissants qui n'ont aucun intérêt, effectivement, à voir leurs crimes potentiels jugés devant la Cour, qui se défendent, on les comprend, mais ici, on est là pour protéger les victimes. Et les victimes, généralement, c'est vous, c'est moi, c'est toutes les personnes qui nous ressemblent dans le monde entier et pour lesquelles les citoyens doivent s'engager.
Certains peuvent se dire à quoi bon un mandat d'arrêt si aucun pays partie de la Cour pénale internationale et hôte d'un Poutine ou d'un Netanyahou ne va oser l'arrêter ? Alors, en fait, c'est pas si vrai. Parce que moi, je vais prendre le cas de Vladimir Poutine, sur lequel je travaille, mais on pourra plus tard certainement le voir pour d'autres. Vladimir Poutine avait annoncé quand même sa visite dans le désordre au Mexique, en Afrique du Sud justement, au Brésil, 3 pays qui ont des autorités politiques qui lui avaient garanti que s'il venait sur leur sol, il ne serait pas arrêté. Or, il n'est pas venu. Pourquoi ? Eh bien, parce que après s'être annoncé, il avait annoncé sa visite, il a réalisé, grâce à ses renseignements, qu'il pouvait finalement être arrêté par des juges indépendants. Par des juges, grâce à l'action de juges indépendants. Et donc, finalement, il n'y est pas allé. Donc, avoir l'impression que les mandats d'arrêt ne servent à rien et que les chefs d'État finalement n'en tiennent pas compte, c'est faux. Vladimir Poutine en est la meilleure preuve. Oui, il a été en Mongolie. Mais il y a énormément d'États dans lesquels il ne peut se rendre, et on le voit. Si on regarde bien, on voit bien qu'il est fortement contraint par cela. Donc il peut aller en Corée du Nord, en Mongolie, en Iran et dans des pays comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il est libre de ses mouvements. La plupart des pays du monde sont dangereux pour lui et ça fait une énorme contrainte pour lui. Donc ne serait-ce que pour cela, les mandats d'arrêt fonctionnent. Regrettez-vous que le mandat d'arrêt porte pour Vladimir Poutine seulement sur la déportation d'enfants ? Oui, je regrette que pour l'instant, le mandat d'arrêt ne porte que sur le trafic d'enfants, qui est un crime abominable et qui est déjà quelque chose. On parle ici de transfert forcé d'enfants, donc c'est un crime épouvantable, évidemment. Mais ce ne sont évidemment pas les seuls crimes qui peuvent être reprochés aux principaux responsables russes. D'autres crimes, comme notamment ceux sur lesquels on travaille avec des associations françaises, et on espère bien qu'ils seront dans un prochain mandat d'arrêt, c'est notamment les viols sur les hommes, les femmes, les enfants, qui sont massifs, qui sont systémiques, visiblement, dans l'armée russe. Et donc, beaucoup d'organisations, et notamment, encore une fois, des associations françaises, font tout pour essayer de les voir reconnus par le procureur. Parce qu'en fait, il y a un article 15 dans le statut de la Cour pénale internationale qui permet d'alerter le procureur. Donc des organisations non gouvernementales, des associations peuvent l'alerter sur des points, avec évidemment des éléments précis. Et c'est ce que font des associations françaises, par exemple pour les viols. Mais il peut y avoir d'autres crimes encore. Et ce n'est pas parce que on a pour l'instant un mandat d'arrêt qu'on ne peut pas avoir d'autres charges qui sont retenues à l'avenir contre Vladimir Poutine. Et c'est presque certain que pour tous les responsables russes, il y aura d'autres charges qui seront retenues. C'est un point important et méconnu. Le procureur Karim Khan aurait pu garder son enquête secrète sans publier son mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Quel aurait été son intérêt ? Alors, je fais partie des personnes aussi qui regrettent que Karim Khan ait publié finalement ce mandat d'arrêt. Je pense qu'il est beaucoup plus efficace sur certaines affaires lorsqu'il les cache, comme il peut. Et le mandat d'arrêt peut être soit complètement public, soit en partie public, parce qu'on sait, on a l'information qu'il y a des charges qui sont retenues contre une personne, on connaît les charges mais on n'a pas les détails, soit fermé, c'est-à-dire qu'ils sont sous scellés, on ne connaît pas leur existence, et il y en a certainement qui sont secrets. Et ça permet de mieux arrêter les personnes. Mais après, je comprends aussi la position de Karim Khan. Son idée, c'est de faire passer un message. Et c'est pour ça que l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, la Russie, Israël, Gaza, tous ces mandats d'arrêt sont certainement publiés aussi pour faire passer le message. Que la Cour fonctionne, que la Cour va juger, parce qu'ici, depuis tout à l'heure, on parle des mandats d'arrêt. Donc le mandat d'arrêt, ça met en cause une personne. Mais ça ne veut pas dire que la personne sera jugée coupable. C'est paradoxal, mais ici, on parle de présumé innocent. On parle de s'expliquer devant une juridiction, de réussir à établir ceux dont les personnes en cause sont coupables, ceux dont elles sont innocentes. Et donc la Cour, elle fait passer ce message. Il faut les juger. Il faut pouvoir juger tout le monde, vainqueur comme vaincu, puissant comme petite nation, entre guillemets. Et donc, je comprends aussi pourquoi ça a été publié, même si je pense que pour, par exemple, Vladimir Poutine, ça aurait été plus efficace de le garder secret. Pourquoi la Cour pénale internationale n'a-t-elle pas poursuivi Vladimir Poutine pour le crime d'agression ? En fait, la Cour pénale internationale a un nouveau crime pour lequel elle peut juger les hauts dirigeants et les principaux responsables. Et ce nouveau crime, c'est un crime justement de hauts dirigeants, qui ne peut être commis que par des
puissant. Ce crime, c'est le crime d'agression. On le trouvait à Nuremberg sous la forme de crime contre la paix. Et c'est assez explicite de comprendre que crime contre la paix, ça veut dire le fait de déclarer une guerre illégale, puisque il y a quelques cas qui sont autorisés de guerre en droit international, par exemple pour se défendre. Notamment, mais la plupart des autres guerres sont considérées comme injustes et illégales. Eh bien, ces guerres-là, lorsqu'un haut dirigeant décide de les faire, il faut pouvoir le mettre en cause, et la Cour pénale internationale, depuis 2018, le peut. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre, n'est commis que parce qu'on déclare une guerre auparavant. Le plus souvent, parce que parfois ça peut être hors de tout conflit. Mais lorsqu'un conflit est déclaré, on sait qu'il y aura des crimes de guerre. On sait qu'il y aura potentiellement des crimes contre l'humanité, et c'est susceptible potentiellement d'avoir des génocides. Donc le crime d'agression, c'est le crime matriciel. Enfin, c'est moi qui l'appelle comme ça, mais je pense que c'est assez clair, c'est-à-dire que c'est celui qui va engranger tous les autres. Et donc, depuis 2018, la Cour peut juger ces crimes. Simplement, comme c'est nouveau, comme les États sont maintenant surtout les leaders des États, sont dans un mouvement de défiance envers la Cour, ils ont fortement restreint la possibilité d'activer la compétence de la Cour pour crime d'agression. Et seuls, pour l'instant, les États qui ont signé et ratifié la possibilité de juger le crime d'agression peuvent voir leurs responsables mis en cause. Voilà, donc il y a d'autres raisons un peu plus techniques et plus précises, mais qui font que c'est compliqué de le mettre en œuvre et pas possible pour la Russie. Et où en est-on de la création d'une juridiction d'exception envisagée justement pour juger cette agression de l'Ukraine ? Eh bien justement, comme la Cour ne peut pas juger le crime d'agression, comme le crime d'agression est un crime qui est relativement facile à établir dans le cas des hauts dirigeants russes par exemple, puisqu'on a la déclaration de guerre, etc., eh bien ce crime d'agression-là pourrait être jugé potentiellement par une juridiction spéciale, complémentaire de la Cour pénale internationale, puisque la Cour pénale internationale, pour l'instant, n'est pas compétente. Alors on peut se dire, mais cette juridiction, ça n'est pas de la justice. C'est de nouveau une justice des vainqueurs. C'est plus complexe que ça concernant la guerre en Ukraine, parce qu'en fait, le crime d'agression, c'est un crime russe, inventé par les Russes, défendu par les Soviétiques, qui ont tout fait pour que ce soit, par exemple, dans le statut de Nuremberg. Et en fait, Vladimir Poutine, lors de la déclaration de la guerre en Irak, a accusé les États-Unis, et il avait raison, de faits d'agression et donc de crimes aussi d'agression. Alors à l'époque, c'était pas un crime, malgré l'engagement des Russes, qui était reconnu dans le statut de la Cour pénale internationale. Mais c'est un crime qui est défendu et qui a toujours été défendu, y compris par la Russie de Vladimir Poutine. Donc ça n'est pas lui appliquer un crime qu'il ne connaît pas, c'est dans le code pénal russe, il est dans le code pénal ukrainien. Les Russes ont tout fait pour qu'il soit dans les statuts des juridictions. Et puis les Russes également, et je parle ici toujours de la Russie de Vladimir Poutine, a toujours accepté que des hauts dirigeants soient jugés pour des crimes internationaux. Donc on n'est pas ici dans un cas américain, par exemple, où c'est très difficile de poursuivre, par exemple, George Bush pour la guerre en Irak. Ça, c'est difficile parce qu'il y a une cohérence des États-Unis qui, depuis des décennies, s'oppose à la justice pénale internationale, s'oppose de toute façon à ce crime d'agression. Et donc c'est difficile, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est difficile de poursuivre les Américains. Les Russes, eux, ont tout fait pour construire la justice pénale internationale et tout fait pour que ce crime d'agression ait un statut en droit international et dans leur droit national. Donc l'appliquer par une juridiction spéciale à Vladimir Poutine, c'est appliquer le droit russe. On parlait de l'Ukraine. Les relations entre la Cour pénale internationale et l'Ukraine ne sont pas simples. Où en sont-elles aujourd'hui ? Alors, ce qui est apaisant pour les relations entre l'Ukraine et la Cour pénale internationale, c'est que l'Ukraine, depuis le 1er janvier, est maintenant membre de la Cour pénale internationale. Alors, ce que cela signifie, c'est que, bien sûr, ça n'est pas nouveau par rapport à précédemment, puisque l'Ukraine avait accepté très tôt la compétence de la Cour, même si elle n'était pas partie, elle avait accepté la compétence de la Cour pour tous les faits commis depuis 2014, notamment russes. Mais ce qui est quand même important et ce qu'il faut comprendre, c'est que en signant et ratifiant le statut, l'Ukraine accepte que même ses propres ressortissants puissent être jugés. Et ça, c'est toujours difficile pour le pays qui est le plus faible militairement et celui surtout qui a été agressé, c'est-à-dire qui est le pays qui n'a pas déclaré la guerre parce que, on le disait tout à l'heure, l'agression mène au crime de guerre.
chez les vainqueurs comme chez les vaincus, chez celui qui est agressé comme chez l'agresseur. Et donc c'est vrai que ça peut être complexe pour les Ukrainiens, mais ils ont fait ce choix. Donc une poursuite des principaux responsables des crimes internationaux russes, mais aussi des Ukrainiens. Alors eux-mêmes ont fait d'énormes progrès. Au tout début, on a vu des crimes de guerre devant les caméras côté ukrainien, mais le recadrage a été fait très vite. Enfin, il y a quand même une volonté d'éviter ces crimes internationaux de leur côté, et se soumettre à la Cour, c'est aussi l'affirmer, parce qu'ils prennent le risque que leurs propres ressortissants soient mis en cause, mais aussi, du coup, ils doivent s'engager à ce que le moins de crimes internationaux possibles soient commis pendant la guerre. Dans le cas de Netanyahou et de son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, la Cour pénale internationale a déclaré, je cite, qu'il porte la responsabilité pénale en tant que dirigeant civil du crime de guerre consistant à diriger intentionnellement une attaque contre la population civile, celle de Gaza, évidemment. Sur quel type de preuves la Cour pénale internationale se base pour motiver de telles poursuites ? Alors attention, en tant que juriste, je suis obligée de reprendre que c'est potentiellement. C'est-à-dire qu'il est mis en cause pour ces éléments-là, mais encore une fois, le jugement n'est pas fait. C'est-à-dire que c'est sous réserve du jugement, et évidemment, Netanyahou, comme toute personne, ou son ancien ministre de la Défense, toute personne mise en cause devant la Cour peut apporter des éléments pour se défendre. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il est certain qu'il y a des éléments de preuve qui ont été jugés par la chambre préliminaire de la Cour, c'est-à-dire des juges de la Cour, suffisamment probant justement pour qu'on puisse établir ce mandat d'arrêt. Il faut savoir que très souvent il y a des demandes de mandat d'arrêt, et les juges sont très soigneux. Ils ne souhaitent pas que ces mandats d'arrêt puissent être établis ou émis s'il n'y a pas des éléments très probants. Donc il y a forcément des éléments très probants. Ensuite, on peut les imaginer, c'est-à-dire que je ne les ai pas, nous ne les avons pas, seul le bureau du procureur les a pour l'instant, mais on peut imaginer que ce sont des témoignages, des vidéos, également des constatations médicales, scientifiques, des photos aériennes peut-être. Voilà, donc tout ça, ce sont des recoupements de preuves qui permettent d'être considérées comme justement suffisamment probantes pour établir la mise en accusation. Donald Trump a annoncé des sanctions contre le personnel de la CPI. Ce n'est pas la première fois. Alors, c'est vrai que les États-Unis de Donald Trump ont déjà, par le passé, sanctionné la procureure précédente qui s'appelait Fatou Bensouda. Mais ce qu'on comprend bien, ce qui est visé en fait, c'est le fait que l'Organisation des Nations Unies a son siège à New York. Et donc, l'idée de Donald Trump, mais qui est fausse, c'est qu'il pourrait empêcher Fatou Bensouda de se rendre à New York. Or là, ce serait véritablement violer ses obligations face à l'ONU. Alors, est-ce que Donald Trump veut aller jusqu'à ne plus faire partie de l'Organisation des Nations Unies ? Ça semble quand même très compliqué pour les États-Unis, parce qu'il y a aussi un problème il y a aussi un principe de réalité. L'Organisation des Nations Unies, c'est un endroit où les États discutent, où les États sont en permanence en lien les uns avec les autres par le biais de leurs représentants. Donc ça paraît quand même complexe. Donc c'est cette question à laquelle il faudra répondre. Quelle sera la relation finalement de Donald Trump à l'Organisation des Nations Unies, qui est susceptible à tout moment d'accueillir le procureur de la Cour pénale internationale? Est-ce que Donald Trump ira jusqu'à faire en sorte qu'il ne puisse pas y accéder? Alors à ce moment-là, ça pourrait avoir des répercussions très graves pour les États-Unis. Vous parlez de Fatou Bensouda, c'est Karim Khan qui lui a succédé comme procureur de la Cour pénale internationale. Justement, quel style de procureur est Karim Khan par rapport à ses prédécesseurs, Fatou Bensouda, mais aussi les autres? Alors, il est dans la continuité de ses prédécesseurs, qui sont des personnes quand même assez courageuses, puisque je pense qu'on ne peut imaginer la pression auquel ils sont soumis. Ils mettent en cause des hauts dirigeants qui, en plus, sont accusés des crimes les plus graves, donc qui sont susceptibles quand même d'utiliser des moyens de l'État pour les faire taire. Donc d'abord, ce sont des personnes courageuses avec une vraie continuité de tous les procureurs. Quant à Karim Khan, il tranche par la communication et par le message qu'il envoie. C'est-à-dire que son message, c'est la Cour pénale internationale existe, elle fonctionne et elle continuera quelles que soient les pressions qu'exercent les plus puissants. Donc en ce sens, il est assez courageux. Après, avec le risque quand même de faire beaucoup de communication et d'affaiblir parfois la Cour, qui n'est pas que de la communication. L'objectif, c'est quand même des procès. Donc pour l'instant, c'est de la communication sur les mandats d'arrêt,
mais il faut des procès. Et les procès, ils doivent se faire dans une relative sérénité. Alors, respectant les principes de la justice, la présomption d'innocence, l'accueil aussi, il y a un accueil des victimes qui pourraient être susceptibles de témoigner, et tout ça, ça doit être quand même dans la sérénité. Donc peut-être peut-on se dire que ce sera peut-être le successeur de Karim Khan ou la successeuse de Karim Khan qui sera témoin de ces procès. En tout cas, Karim Khan, ce sera l'homme des mandats d'arrêt et de la communication sur ces mandats d'arrêt et de ce message dont on parle. La Cour est là et nul ne peut échapper à la justice pour les crimes les plus graves. Merci Mathilde Philippe-Gay. Merci à vous. Pour suivre l'actualité de la justice internationale et plus largement les questions de défense, je vous invite vraiment à vous abonner sur l'express.fr. N'oubliez pas non plus de suivre l'état-major sur votre application de podcast, que ce soit Spotify, Podcast Addict ou encore Apple Podcast. Vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. L'état-major, le podcast défense de l'Express, c'est un mardi sur 2. Je vous retrouve donc pour un nouvel épisode le 25 février.